l'interaction qu'on aura avec notre environnement ne passera plus fondamentalement avec nos yeux humains et notre smartphone, mais directement via ce device connecté devant nos yeux, ordinateur facial avec l'IA. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. On parle d'informatique spatiale cette semaine dans Monde Numérique, à l'occasion du festival South by Southwest qui se tenait récemment au Texas, compte rendu détaillé avec un observateur, Nicolas Diacono. Dans l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard, on s'intéresse au premier patient Neuralink. Avec son implant dans le cerveau, il joue aux échecs à la force de la pensée. Nvidia qui dévoile un super processeur pour l'intelligence artificielle. Et Apple qui espère rattraper son retard dans l'IA en s'alliant avec Google. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. On reviendra sur cette suggestion un peu folle en France de rationner Internet. Et puis on évoquera la perspective d'un procès peut-être historique contre Apple aux États-Unis. L'innovation de la semaine, on verra comment on peut aujourd'hui dialoguer avec des personnalités vivantes ou décédées grâce aux clones virtuels. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, les interviews. Alors outre notre voyage à South by Southwest au Texas, eh bien on va parler du boom de la cybercriminalité avec Benoît Grunemwald de la société EZ. Et on ira sur Mars avec Olivier Parent pour un nouvel épisode du podcast Écho du futur consacré aux films de science-fiction. Monde numérique, Jérôme Colombin. Bienvenue dans Monde numérique du 23 mars 2024. Et oui, programme chargé cette semaine. L'actu est dense et il y a plein de sujets intéressants. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, pour ces 50 minutes de news et d'interviews. Vous le savez, Monde Numérique, c'est le podcast disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Et puis Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. L'actu de la semaine. On commence par l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine. Salut Lisa, comment vas-tu ? Salut Jérôme, ça va et toi ? On se retrouve comme chaque samedi pour faire un petit point sur les principales news qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et on commence par cette info spectaculaire. Le premier patient de Neuralink, la start-up de biotechnologie d'Elon Musk, est apparu dans une vidéo. On lui a implanté l'une de ces fameuses puces au centre du cerveau et résultat, et d'une, il est vivant, et de deux, il arrive à faire des choses avec. Il arrive à contrôler un ordinateur par la force de la pensée. Il a même pu jouer une partie d'échecs, donc on peut dire que c'est quand même un premier succès pour Neuralink. Oui, il s'appelle Nolan Arbo, il a 29 ans et est tétraplégique depuis qu'il a été victime d'un accident de voiture il y a 8 ans. Mais il est surtout le nouveau et tout premier visage de Neuralink. Jérôme, opéré en janvier dernier, il s'est fait implanter une puce dans le cerveau directement connectée à un logiciel dont l'objectif est de permettre à Nolan de contrôler ce qui se passe sur l'écran de son ordinateur et ce uniquement par la pensée. Alors on voit le jeune homme déplacer son curseur sur un plateau d'échecs virtuel grâce à son esprit et sur cette même vidéo qui dure 9 minutes, Nolan dévoile d'autres informations, notamment à propos de son opération, qu'il a décrit comme super facile. Il précise même avoir rejoint son domicile dès le lendemain de celle-ci. Il évoque aussi le fait qu'avec cette partie d'échecs filmée, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà pu jouer à un autre jeu de stratégie, Civilization VI, et ce, pendant 8 heures quand même. Ah ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Et alors donc on rappelle en 2 mots à quoi ressemble cet implant qu'on lui a mis dans le cerveau. Eh bien, il fait 23 mm de largeur pour 8 mm d'épaisseur. C'est plus fin qu'un cheveu. Et le plus surprenant, c'est que malgré sa taille, cette puce contient 1024 nanoélectrodes reliées par 64 microcâbles, un petit concentré de technologie qui permet de détecter les signaux électriques du cerveau, puis de les transmettre à un logiciel qui les traduit ensuite en mouvement. Voilà, donc premier succès pour Neuralink. Et même si... Alors, il faut quand même rappeler que ça met le coup de projecteur sur une entreprise en particulier, mais ils sont vraiment pas les seuls à faire ça, en fait. En France, il y a déjà eu des choses qui ont été faites par le CEA et qui vont même plus loin, puisque ça a permis carrément de redonner la marche à une personne paraplégique. Mais en tout cas, ça reste quand même très intéressant.
L'actualité de l'intelligence artificielle cette semaine. Tiens, pour une fois, on ne va pas parler de logiciels, ni de modèles, de langage, mais de matériel avec la conférence du géant américain NVIDIA. NVIDIA, on le rappelle, c'est le roi de l'IA aujourd'hui avec ses cartes graphiques qui servent à entraîner, à faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. Et lors de cette conférence très suivie qui a eu lieu en début de semaine, NVIDIA a présenté de nouvelles puces pour l'IA, notamment une bête de course nommée B200. Être leader, c'est bien, le rester, c'est mieux. Et ça, NVIDIA l'a bien compris en dévoilant cette semaine cette toute nouvelle superpuce qui devrait être 4 fois plus rapide que celle de la génération précédente. Objectif, répondre aux besoins de calcul grandissants des intelligences artificielles génératives. Et grâce à cette superpuce, baptisée Blackwell B200, du nom de l'informaticien David Harold Blackwell, le premier universitaire afro-américain à être entré à la National Academy of Science, NVIDIA promet de pouvoir entraîner des modèles d'IA dotés de 10 000 milliards de paramètres. 10 000 milliards de paramètres. Bon, ça paraît énorme comme ça. Ça l'est vraiment ? Ça l'est, puisqu'à titre de comparaison, ChatGPT-4 a tout juste 1700 milliards de paramètres dans sa dernière version. L'entraînement des modèles d'IA devrait également être facilité, accéléré et surtout nécessitera moins de puces. Un produit qui devrait donc tout particulièrement intéresser Microsoft, Amazon ou encore Google, qui seront certainement parmi les premiers servis. Sa commercialisation est attendue donc pour la fin de l'année. Par ailleurs, on notera que NVIDIA en a également profité pour annoncer d'autres produits, une autre superpuce couplant 2 GPU avec un processeur CPU, ainsi qu'un superordinateur qui embarque 576 GPU et 288 CPU. Tout cela nous rappelle donc que la bataille de l'IA, c'est aussi la bataille autour des microprocesseurs. Et l'IA avec encore une autre info choc en début de semaine. Apple qui, on le sait, est visiblement un peu en retard dans le secteur de l'intelligence artificielle. Eh bien, pour combler ce retard, la marque à la pomme aurait l'intention de s'associer avec, tenez-vous bien, Google. Et de manière très concrète, ça consisterait à utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google sur les iPhones. Les discussions vont bon train entre les deux géants, Jérôme. C'est en tout cas ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg. Citant des personnes proches du dossier, Apple souhaiterait intégrer Gemini à ses smartphones, mais seulement pour alimenter certaines fonctionnalités bien spécifiques, comme... Eh ben non, pas comme. Comme, on ne sait pas encore quoi, mais on en saura plus prochainement, je suis sûr. Bon, c'est un peu la marque quand même d'une certaine... un aveu de faiblesse de la part d'Apple dans le domaine de l'IA, mais il faut dire que parallèlement, apparemment, ils poursuivent quand même le développement de leur propre technologie. Oui, puisque ces pourparlers se font effectivement en parallèle du développement de technologies en interne. On le sait, suite à l'abandon du projet de l'Apple Car, les effectifs ont été réaffectés au département d'intelligence artificielle, au même titre que le budget anciennement alloué à ce projet de voiture autonome mort dans l'œuf, tandis que la marque à la pomme a dévoilé son propre grand modèle de langage, LLM, baptisé Ajax, et une IA conversationnelle interne nommée Apple GPT, des technologies qui visiblement ne sont pas en mesure de rivaliser avec celles déjà présentes sur le marché. Ce serait donc pour pallier son retard qu'Apple envisagerait une solution mixte grâce à Gemini. L'accord avec Google, s'il est trouvé, ne devra pas être dévoilé officiellement avant juin, période charnière durant laquelle se déroule la fameuse conférence annuelle des développeurs et au cours de laquelle iOS 18 pourrait être annoncé. Donc peut-être un iOS boosté à Gemini, on en saura plus au mois de juin. Mais c'est pas tout, Lisa. Apple a aussi mis un vrai coup d'accélérateur et travaille sur son propre modèle d'IA générative avec un nom assez mystérieux, le MM1. C'est en tout cas ce que laisse entendre un document de recherche publié la semaine dernière par les équipes d'Apple, dans lequel elles font état du développement d'un MLLM, Multimodal Large Language Model, c'est-à-dire un modèle entraîné de façon multimodale à partir d'une base de données intégrant à la fois du texte et des images, ce qui ferait de MM1 un modèle en mesure de traiter des images de manière extrêmement précise et lui conférerait une capacité de raisonnement poussée. On retrouve notamment dans ce document une photo d'une table sur laquelle sont disposées quelques bouteilles de bière et en parallèle un menu sur lequel est donc forcément indiqué le prix de ces boissons. Et MM1 a pour but de déterminer le prix de l'addition. Waouh! Et c'est intéressant ça, cette histoire d'entraînement multimodal, parce que apparemment c'est une nouvelle direction et dimension de l'IA générative, sur laquelle travaillent d'ailleurs notamment les Français du centre de recherche QTI. Bon, sinon, à propos d'Apple, il y a aussi une autre grosse news, c'est cette action en justice contre la marque à la pomme. On en parle tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti.
Et on termine avec une petite news, une grosse news d'ailleurs, cybersécurité, avec des cyberattaques qui ne restent pas toujours impunies, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on parlait la semaine dernière de cette attaque majeure contre France Travail, ex-Pôle emploi, 43 millions de données de personnes mises à nu. Eh bien, les enquêteurs ont arrêté 3 suspects en France. 3 individus âgés de 22 à 24 ans ont été interpellés, et ce, dès dimanche dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs auraient eu accès au service de France Travail durant au moins 1 mois, entre le 5 février et le 6 mars. La suite de l'enquête devrait permettre de déterminer dans quelle mesure les individus ont pu entrer dans le système et télécharger autant de données sans que cela n'alerte personne. Ah oui, parce que ça fait très long, ça fait beaucoup de temps avant qu'on soit mis au courant, et pour quand même une si grosse attaque. Oui, rappelons donc que cela porte sur les données de 43 millions de Français, comme le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, les adresses postales, les mails ou encore les numéros de téléphone des Français inscrits actuellement à France Travail ou l'ayant été au cours des 20 dernières années. Les malfaiteurs seraient entrés sur le serveur du site en passant par le système d'un partenaire sans doute plus fragile, comme c'est souvent malheureusement le cas. Alors c'est pas tout, la série noire s'est poursuivie cette semaine avec une autre grosse fuite de données, cette fois-ci concernant le site de petites annonces Le Bon Coin. Et c'est la plateforme elle-même qui l'a confirmé auprès du média L'Informé, évoquant cette fois-ci non pas une cyberattaque, mais un incident technique qui a engendré la fuite de données de certains utilisateurs sur au moins 2 jours. L'incident a été repéré par la plateforme, notamment grâce au signalement de certains utilisateurs qui ont fait part de leur surprise via X face à la diffusion de certaines données comme les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone lorsque les transactions étaient engagées, des données qui ne sont pas accessibles en temps normal. Alors, Le Bon Coin a néanmoins tenté de rassurer ses adeptes en spécifiant que seuls les vendeurs avec qui les victimes étaient en conversation directe avaient eu accès à ces données. Alors, faut avouer à moitié pardonné, rien n'est moins sûr. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a en tout cas été informée de l'incident. Voilà, on reviendra sur cette recrudescence des cyberattaques en ce moment, tout à l'heure en interview avec Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ. Merci beaucoup Lisa de Bernard pour toutes ces news, beau travail, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine et avec grand plaisir Jérôme. L'actu dans le monde numérique, c'est aussi avec mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal, chez qui nous nous rendons tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Coucou Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Toc toc, est-ce que tu m'accueilles dans ton podcast pendant une dizaine de minutes ? Moi, oui. je te reçois dans le mien. Vous êtes plus que le bienvenu parce que je vous ai déjà annoncé, je serais déçu si vous repartiez. Bah ouais, c'est normal. Comme chaque semaine, le débrief transatlantique, mon cher Bruno, toi à Montréal, ça serait bien. Podcast Mon Carnet. Je suis en train de penser à ça, toc toc outre-Atlantique. Ouais. Toc toc outre-Atlantique. Oui, après mignon, TikTok, toc toc. Non, je vois le concept. On aurait pu faire publicité, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, bon, de quoi on parle, mon cher Bruno ? Écoute. La planète. Je vois que tu ris. Ouais, tu ricanes déjà. Oui, la France a fait rire la planète cette semaine. Parce que là, on apprend qu'une idée de génie, ça serait de rationaliser l'utilisation d'Internet. Bravo. Rationner même. On a même rationalisé. Là. Et rationaliser si tu veux. Non, mais rendu à 3 gigaoctets. Oui, alors attends, parce que l'intéressé précise que non, mais 3 gigas, vous n'avez rien compris, vous avez mal lu, c'était une tournure de style, etc. Je m'interrogeais, etc. Alors ouais, c'est une ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Ouais, parce que c'est une porte tournante chez vous. Ouais, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup des ministres de l'Éducation. Elle a sorti ça de son chapeau cette semaine en signant une tribune dans le Figaro pour dire oui, écoutez, on a un problème avec la surconsommation des écrans. Tiens, pourquoi est-ce qu'on rationnerait pas ? Alors, mon cher Bruno, pardon, je marque une pause parce que je sais pas si tu l'entends, mais il y a mon aspirateur robot qui a décidé tout d'un coup de venir faire le ménage là à côté de moi. C'est imbécile alors que je n'avais rien demandé. Donc, je vais l'insulter, le renvoyer dans sa niche. Bon. Oui, je disais donc, elle a eu la bonne idée de proposer un rationnement d'Internet. Alors oui, 3 gigas ou plus par semaine, etc. Et ça fait énormément réagir, quoi. Oui, mais en parlant de 3 gigaoctets, est-ce qu'elle a
La petite idée de ce que ça représente, c'est même pas un film sur Netflix en 4K. Ben, en 2004, c'était bien 3 gigas. Donc, je pense qu'elle est restée sur ce référentiel-là, si tu veux. Non, mais à la limite, c'est pas tellement ça le problème, parce que moi, je veux bien lui accorder le fait qu'elle a pris ce chiffre qui pourrait être un autre, mais que ce soit 3, 10, 100, 150 gigas, c'est le principe même de rationner Internet que je trouve absurde. Le problème qu'elle soulève est réel. Tout à fait. Il y a une addiction aux écrans, il y a des problèmes, ça touche autant les jeunes que les adultes aujourd'hui. D'ailleurs, elle mettait aussi le côté environnemental, mais qui, il se trouve, n'a rien à voir, parce que c'est pas l'utilisation d'Internet qui produit et qui génère beaucoup de CO2, c'est essentiellement la fabrication des appareils, mais peu importe. Mais rationaliser quelque chose qui est devenu presque un bien commun, qui est devenu un produit de première nécessité, sous prétexte qu'il y a des utilisations déviantes, ça me paraît absurde. Et elle fait des analogies avec le glyphosate, tu sais, le désherbant chimique, avec la cigarette, en disant qu'on a réglementé tout ça et qu'il suffirait de faire pareil avec Internet. Ok, bien sûr qu'il faut peut-être des ajustements et des réglementations, mais Internet, c'est la plus belle chose qu'on ait pu faire au 21e siècle ou au 20e, malgré tous ces effets pervers. Et là, on voit la société vers laquelle on va et celle dans laquelle on est. On ne va pas revenir en arrière. Je veux dire, c'est absurde. Toute tentative de revenir en arrière est ridicule. Chacun peut faire des petites choses chez lui si ça l'intéresse, de cultiver ses tomates au lieu de les acheter sur Amazon. Très bien. Et puis s'attaquer, oui, au problème de la surconsommation des écrans, peut-être, mais pas en s'attaquant à la ressource elle-même, qui sert à faire plein d'autres choses, à des millions de gens dans le monde. Et la consommation d'Internet, ça ne va faire qu'augmenter. Mais voilà, c'est tout. On ne fera pas aller plus loin. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on pouvait te lire dans ton éditorial, on sentait le désagrément assez important. Ouais. Mais outre toi, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réagi? Oui, sur les réseaux. Alors, il y avait puisqu'elle proposait également pour coder, faire des programmes, les écrire d'abord sur papier, tu vois, pour économiser, ou bien écrire ses mails sur Word avant de... Enfin, c'est n'importe quoi. Je pense qu'elle connaît pas de quoi elle parle. Je pense qu'il y a une part de... Tiens, on va mettre ce sujet-là sur la table. Ok, ça, c'est légitime. Mais pourquoi, pour mettre un sujet important sur la table, certains politiques s'autorisent-ils à dire n'importe quoi? On avait déjà eu, à propos de la 5G, les pires absurdités qui avaient été sorties. On fait fi de toute rationalité, de toute réalité scientifique ou pratique ou sociétale. En plus de ça, moi, je trouve que l'idée même de rationner, c'est totalement attentatoire aux libertés, à la liberté d'accéder à l'information, à la liberté de communiquer, et même au-delà. Imagine, il y aura des dérogations, donc des passe-droits, etc. Et qui en fera les frais? Les plus riches auront beaucoup d'Internet et les moins riches en auront moins. Donc c'est totalement idiot, cette idée. Puis on vient toucher à la neutralité de l'Internet, qui est une autre question. Ah non, écoute, elle a vraiment ouvert une canne. Écoute, on peut t'en sortir, je pense, tous les 6 mois, c'est vrai, en France, des trucs comme ça. Bon, Bruno, sur ton continent à toi, il y a une affaire un peu plus sérieuse, là, qui commence à faire beaucoup de bruit, dis donc. Ça y est, Apple va se prendre un gros truc dans la figure, apparemment. Oui, c'est sérieux, parce que là, c'est le ministère de la Justice aux États-Unis qui, depuis 2019, travaillait sur ce cas-là. Là, les gens ont l'impression que c'est sorti hier. Mais donc, depuis 2019, sous l'administration Trump, il y avait le mandat qui avait été pris du gouvernement de vérifier, du ministère de la Justice, de vérifier. Et là, entre-temps, il y a 16 États qui se sont joints à cette mise en demeure qui a été envoyée à Apple en disant que vous avez des pratiques monopolistes et donc on vous amène devant le juge pour démontrer ce que vous faites parce que essentiellement... C'est la première fois pour Apple, ça. Non, c'est pas la première fois qu'elle est placée dans cette situation-là, parce que, écoute, souviens-toi d'Epic Games, c'est un peu ce qu'on revendiquait, et là, dans le cas du gouvernement américain, du ministère de la Justice et des 16 États, c'est qu'on la confronte à son sacro-système de système propriétaire qui fait à la fois la force de son système, la robustesse de son système, mais à la fois aussi qui fait en sorte que
tout tiers parti ne peut avoir les coups des franches avec Apple dans son écosystème. Et donc, c'est un peu ce qui est confronté. Ça veut dire l'impossibilité d'avoir une plateforme, par exemple, qui offrirait des jeux par un éditeur. Là, on peut penser à Epic Games, mais aussi un tiers parti qui voudrait lancer une boutique sur des applications comme ça. Bref, c'est tout le système c'est tout l'écosystème mis en place par Apple depuis des années autour notamment de son iPhone, qui est un peu comme le navire amiral, qui est remis en question dans cette poursuite-là. Et j'ai bien hâte d'entendre l'argumentaire de Apple parce que ici et là, ils ont eu d'autres procès qui avaient été faits par des tiers, justement, qui voulaient pénétrer le système. Mais là, c'est le gouvernement américain. Et c'est un gros dossier. Ça fait 5 ans qu'ils ont préparé ce truc-là. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir le dénouement de cette histoire-là. Ça a des petites odeurs de procès antitrust anti-Microsoft. Ah, ben, tout à fait. On se revoit là. Ah, c'est toujours la même Oui, histoire. c'est ça. Alors, mais d'autant plus que c'est là qui est intéressant. Moi, je me demandais toujours à quel moment ça va arriver, parce qu'on savait qu'il y avait une enquête qui était faite, mais là, ça arrive au même moment où ils ont plié devant l'Europe. Et combien de fois je t'ai remercié sur le fait d'avoir ouvert cette brèche. Voilà, tu l'avais dit, ça va peut-être les affaiblir et Ben là, c'est ça. Alors là, et donner les coups des franches aux autorités américaines. Ouais, et puis justement, parce que ils ont toujours dit que c'était une question de sécurité de système, puis là maintenant, ils vont l'offrir en Europe, s'ils veulent faire commerce en Europe. Alors, ils pourront plus dire que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis? Est-ce qu'on va avoir une ouverture et comme ça a été proposé et fait en Europe? Moi, j'ai bien hâte de voir. Puis, évidemment, il y a une fortune en jeu là-dedans parce qu'avec avec ça, on rappelle, hein, c'est des milliards d'appareils qui ont été vendus et systématiquement, on est rendu dans l'ordre des billions de revenus annuels qui sont générés uniquement par des ventes dans l'écosystème comme ça, dans cet appareil-là. Alors, il y a énormément d'argent en jeu et on peut être sûr qu'il y a plein de gens autour qui vont regarder le procès parce que s'il y a une brèche qui peut s'ouvrir ailleurs qu'en Europe, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se lancer là-dedans. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. De quoi parles-tu cette semaine dans ton podcast, Bruno? Ah ben écoute, je me fais plaisir et je sais que je vais faire plaisir aux auditeurs de mon carnet. Entre autres, je parle avec la rédactrice en chef du magazine Les Affaires, qui est comme la référence dans la presse financière au Québec. Imagine-toi, ils ont décidé d'embarquer un agent conversationnel sur leur site qui va pondre des articles pour répondre aux questions des lecteurs, mais il y aura supervision de spécialistes avant l'apparition, mais on va montrer la réponse de l'intelligence artificielle et puis après la mise en contexte des spécialistes. Ça va être intéressant. Pour pas avoir les mêmes problèmes que Air Canada. Non, exactement. Sinon, je parle avec Clément Gosselin qui a reçu le prix le plus prestigieux en sciences au Canada. Lui, ce monsieur-là, c'est un roboticien et il nous parle de ses recherches. Il est à l'Université Laval. Et puis, finalement, je parle avec David Louampre, qui est quelqu'un qui normalement est à Paris, mais il est à San Francisco cette semaine pour présenter les nouveaux travaux, les nouvelles découvertes de Ubisoft au niveau des personnages. Tu sais, ces personnages virtuels qu'on rencontre dans les jeux qui sont activés par l'ordinateur et pas un autre joueur. Oui, les figurants, enfin, les deuxièmes rôles. Exactement. Ouais. Et donc, là, ils sont en train d'injecter de l'intelligence artificielle générative à l'intérieur de ces petits personnages virtuels-là. Ça va changer la donne et c'est un peu ce qu'il nous explique. J'invite mes auditeurs à aller écouter mon carnet après Monde Numérique, bien entendu. Jérôme, merci d'être passé comme ça dans mon carnet. Puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao. L'innovation de la semaine. Cette semaine, j'ai fait un truc assez sympa. J'ai chatté avec Elon Musk et j'ai aussi téléphoné au philosophe grec Épicure. Bon, en fait, vous vous en doutez, je ne suis pas devenu complètement mytho, mais c'est juste que je suis allé faire un tour sur les sites de clones générés par intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ce sont des plateformes assez étonnantes. Pour l'instant, essentiellement américaines. Alors, il y a, par exemple, Character.ai, Delphi.ai ou encore Coachvox.ai. Des sites sur lesquels on peut entrer en contact avec des avatars de fausses personnalités nourries à l'intelligence artificielle.
artificielle. Ce sont des modèles qui ont été entraînés à partir de données publiques sur les personnes concernées. Et ensuite, on peut dialoguer par chat et obtenir des réponses qui sont censées être assez réalistes, conformes à la personnalité ou au parcours de vie de telle ou telle personne. Et le résultat, il faut dire, est assez troublant. Alors par exemple, voici quelques extraits de ma conversation avec Elon Musk. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Donald Trump. Réponse d'Elon Musk, j'aime son côté rebelle. Je lui ai demandé son avis aussi sur un autre sujet d'actualité qui a beaucoup fait parler aux États-Unis et sur lequel il s'est exprimé, l'immigration. Eh bien, il explique, Elon Musk, qu'il faut trouver un équilibre entre protection des frontières et création d'opportunités pour les immigrants qui veulent venir vivre aux États-Unis. C'est assez conforme à ses déclarations publiques. Je l'ai interrogé sur un thème un peu plus intime, son père. On sait qu'il a eu des relations assez compliquées avec son père, qui sont d'ailleurs racontées dans sa biographie. Réponse du faux Elon Musk. J'ai beaucoup de sentiments mitigés à l'égard de mon père. D'une part, il a été très critique et très dur avec moi, ce qui m'a causé beaucoup de douleur. D'autre part, il a toujours été très travailleur et exigeant. Il m'a enseigné de nombreux trucs. J'ai un respect pour lui, mais aussi de la rancœur. Waouh, c'est quand même assez étonnant, car c'est assez conforme à ce que l'on sait de sa relation avec son père. Alors, c'est logique, puisque donc les réponses sont corrélées avec toutes les informations qui ont pu être glanées sur la personnalité d'Elon Musk. Il faut noter toutefois qu'elles sont assez soft, assez consensuelles, elles sortent pas tellement des sentiers battus. Par exemple, je lui ai demandé s'il prenait de la drogue, il m'a répondu qu'il n'en prenait pas, et on sait que c'est pas aussi clair. Je lui ai demandé s'il était de gauche ou de droite, il m'a dit ni d'un côté, ni de l'autre. Je lui ai demandé s'il avait toujours peur de l'intelligence artificielle. Il m'a répondu que oui, il fallait être très prudent à ce sujet parce que l'IA est un domaine très puissant, très dangereux et nous devons faire attention à son utilisation. Donc là, pas grande surprise. Cela dit, parfois, ces robots se plantent un peu puisque je l'ai interrogé sur... je lui ai demandé combien d'enfants il avait. Eh bien là, le clone d'Elon Musk m'a répondu qu'il avait 6 enfants, alors qu'en réalité, il en a 11. Mais il a des jumeaux, et donc il s'est empêtré en m'expliquant que les jumeaux comptaient comme un seul enfant, parce qu'ils partageaient la même date de naissance. Ce qui est une conception quand même assez étonnante de la chose. Voilà, alors ces réponses proviennent du site character.ai. Vous pouvez essayer, c'est gratuit et c'est assez décoiffant. Il y a toutes sortes de personnages en fait. On peut aussi dialoguer avec des stars de la musique, du cinéma. Il y en a un qui a un gros succès, c'est Ryan Gosling. Il plaît beaucoup aux plus jeunes. Emma Watson, Timothée Chalamet. Je crois que même qu'il y a plusieurs clones de Timothée Chalamet. Donc on peut dialoguer. Les jeunes filles se pâment devant ces échanges faussement privés avec la star de Dune. Il y a des personnages de manga aussi qui font un tabac, de cinéma, Harry Potter, Yoda, on peut converser avec Yoda de Star Wars, etc., etc. Alors il y a quand même une mise en garde, et c'est écrit en tout petit, mais assez visible, en bas de la page. Attention, tout ce que disent les personnages est inventé. Oui, il faut quand même rappeler que les vraies personnalités qui se cachent derrière n'ont rien à voir là-dedans. Alors, il y a d'autres sites également, comme par exemple Delphi, delphi.ai, qui va plus loin, qui permet de dialoguer oralement avec des personnages. En cliquant, et je trouve ça très amusant, sur une petite icône en forme de téléphone. Et c'est ainsi que j'ai pu passer quelques coups de fil à des philosophes grecs qui devaient être un peu surpris en décrochant, comme le célèbre Épicure, qui a bien voulu me livrer quelques enseignements sur le sens de la vie. My teachings and practices aimed at achieving a state of ataraxia, where one is free from distress and worry, guide my existence. It's a life devoted to finding the balance between seeking pleasure and avoiding pain, emphasizing the importance of understanding the natural world to dispel fears, especially the fear of death. Voilà, donc Épicure parle anglais, bien sûr, ce qui est plus pratique à notre époque. Et puis, j'ai également conversé avec un coach en prise de parole, par exemple. Bref, voilà. Donc, l'expérience est vraiment, vraiment déroutante et elle ne se limite pas, en fait, au côté rigolo qui consiste à dialoguer avec le clone d'une personnalité, car ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, on peut dialoguer, par exemple, sur Delphi.ai avec un producteur de musique ou avec un entrepreneur de start-up pour avoir des conseils. On peut même
aussi se créer des clones sur mesure. Et ça se fait beaucoup en Asie, aux États-Unis aussi, ça commence à venir, notamment chez les plus jeunes. On s'invente des petits amis parfaits qui ne nous contredisent jamais, et ce qui engendre des relations affectives très, très surprenantes, au point que les jeunes qui se lancent là-dedans se détournent des véritables relations, des relations sociales en vrai. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans Monde Numérique. Et puis, on peut aussi dialoguer avec des personnes décédées. Ça se fait notamment au Japon. Il y a des entreprises qui commercialisent ce type de service. On peut dialoguer avec son papa ou sa maman ou avec un enfant décédé pour continuer à prolonger la relation. Voilà, ce concept de clone virtuel est vraiment, vraiment déroutant. Pour l'instant, on en est encore à la phase d'étonnement, on va dire, face à cela, voire de peur, d'indignation. Mais on voit bien, en réalité, que c'est un nouveau secteur qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, au-delà de tout jugement, en fait, il faut considérer ce phénomène et le potentiel que cela représente. Car imaginez, on pourra sans doute bientôt dialoguer avec toutes sortes de profils pour des raisons personnelles ou professionnelles, affectives ou pratiques. Dialoguer avec une IA permet en effet d'apprendre des nouvelles choses, de formaliser sa pensée, d'avancer dans sa réflexion ou même de se libérer psychologiquement. Donc il y a certainement des aspects positifs. Demain, on payera sans doute pour avoir les conseils d'un coach virtuel. Alors, c'est pas très humain, mais il y a beaucoup d'avantages. Il est toujours disponible, il est a priori hyper compétent, parfois même omniscient. Même s'il ne faut pas perdre de vue les dérives possibles et les effets pervers, il faut aussi considérer le côté positif, entre guillemets, de tout cela. On est sans doute au début d'une nouvelle révolution dans la révolution de l'IA, qui n'en est pour l'instant qu'à ses balbutiements, mais qui s'annonce spectaculaire. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Dans un instant, on ira sur Mars avec Olivier Parent, rien que ça. On va aussi parler cybercriminalité. Mais avant cela, je vous l'ai dit, direction Austin, au Texas, où se tient chaque année un grand festival, le South by Southwest. Un truc un peu bizarre dont va nous parler notre premier invité. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez les versions longues en épisodes séparés sur toutes les plateformes la semaine prochaine. Bonjour Nicolas Diacono. Eh bien, bonjour Jérôme. Vous êtes consultant en prospective technologique. Vous avez la société Nincotech. Vous avez une chaîne YouTube également où vous décryptez tous les grands salons, les tendances, les grandes innovations. Vous étiez donc récemment à cet événement South by Southwest aux États-Unis. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler un petit peu ce que c'est que ce South by Southwest ? Décliné sur le cinéma et maintenant c'est sur toutes les industries interactives. Donc on a 3 grands événements en même temps à Austin pendant une dizaine de jours. Et moi, je couvre particulièrement le track interactive qui est vraiment sur, comme le dit l'organisateur Hugh Forrest, c'est le cycle de conférences qui permet de vous projeter dans les 5 prochaines années sous l'angle de la technologie. Alors cette année, c'était quoi de quoi on parlait? Quelles étaient les grandes tendances? Bon, il n'y a pas de surprise, hein. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais c'est pas nouveau en fait. À South by, il faut savoir que depuis 5 ans, on en parle beaucoup à South by sur les dangers, les risques, la montée en puissance des grands acteurs, des GAFAM, ainsi de suite. Et cette année, évidemment, on a été encore plus loin. Et je vais mentionner la papesse de la prospective technologique qui s'appelle Amy Webb, qui évidemment chaque année à South by vient faire le show avec son rapport du Future Today Institute, dont elle est la fondatrice. Et forcément, elle parlait de l'IA, mais tous, le MIT est venu présenter ses tendances. Forcément, on parle d'IA, mais aussi de spatial computing. Aussi bien Cathy Hackle que Sandy Carter, même Amy Webb, sont revenus sur le fait que c'était l'ordinateur de demain, le fait d'avoir des lunettes connectées, le fameux fantasme qu'on attend depuis 15 ans, on va dire, ou 10 ans. Donc ça c'est des choses qui se mettent en place, qui s'accélèrent. Et puis, évidemment, beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est biologie de synthèse, le fait de manipuler l'ADN pour la santé, mais aussi pour créer des aliments, pour beaucoup de choses. Tout ce qui est autour, alors ça c'est spécifique à South by, les psychédéliques, le cannabis, champignons hallucinogènes,
pour la gestion de l'humeur au travail, la créativité et autres. Donc ça, c'est un track à part. Tout ce qui est autour de la mobilité, du commerce, évidemment de l'énergie. Il y a eu des conférences sur la géothermie comme solution énergétique pour sauver le monde face aux énergies fossiles. Voilà. Donc c'est très, très éclectique. Et en fait, chaque année, moi, ça fait 9 ans que je couvre, je prends une grande claque pendant une semaine quand j'assiste à South by. Ah ouais. Et vraiment, les deux gros sujets, en tout cas, qui ressortent, c'est vraiment l'IA et spatial computing sur vraiment l'angle tech. Alors justement, ce qu'on appelle le spatial computing, donc qui a été un peu mis sur le tapis par Apple avec son casque Vision Pro, puisque c'est le terme qu'ils emploient, hein, de l'informatique spatiale. Qu'est-ce qu'on apprend de plus par rapport au discours marketing d'Apple, justement ? Ce qui ressort, c'est qu'on va avoir une fusion, on va dire, effectivement, de ces devices connectés. Amy Webb a parlé de face computer, d'ordinateur facial qu'on aura devant les yeux, avec l'IA. Et en fait, potentiellement, à terme, ça veut dire que l'interaction qu'on aura avec notre environnement ne passera plus fondamentalement avec nos yeux humains et notre smartphone, mais directement via ce device connecté qu'on aura devant nos yeux, device connecté qui va pouvoir traquer la dilatation des pupilles, qui va pouvoir traquer le regard, anticiper nos actions grâce à cette dilatation des pupilles. Voilà, ça va très 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 loin. Et forcément, c'est le renouveau de la réalité augmentée, hein, qui est pas une technologie nouvelle, hein, ça fait plus de 15 ans que ça existe, mais là, c'est vraiment mis au fait du fait de pouvoir avoir une fusion des mondes virtuels et réels via ce device qu'on aura devant nos yeux, alors qui est pas forcément l'Apple Vision Pro, parce que c'est la première itération et bon, il y a des défauts, tout n'est pas parfait, même s'il est très 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 bien abouti, mais ça veut dire à terme, voilà, c'est aller pouvoir faire son shopping, reconnaître des produits qui nous plaisent dans la rue, sur quelqu'un et les acheter automatiquement. C'est travailler sur le multitasking, comme on a vu des démos, des vidéos, où je vais pouvoir épingler plusieurs écrans, on va dire, dans ma maison en télétravail et travailler sur du multitâche. C'est aussi tout ce qui est autour de l'éducation, de la formation, beaucoup de choses comme ça. Et puis la logique de gamification, évidemment, qui va s'accélérer. Mais en tout cas, ce qui est prédéfini, c'est que globalement, ça sera notre nouveau smartphone sera ce face computer, selon ces experts de la prospective. Alors, c'est pas pour demain, hein. On est sur une échelle de temps, peut-être 5 à 10 ans. Mais voilà, ce qui est pas sans rappeler de certains cycles, comme j'ai déjà mentionné, il y a quelques années, où on nous vendait déjà ces lunettes connectées. Donc maintenant, à voir avec la force d'Apple et de la facilité d'usage, le fait qu'ils rendent ça très intuitif. Ouais, mais vous avez senti une vraie, conviction dans tout ça, ou c'est juste une hypothèse parmi d'autres portée par justement le Vision Pro ? Non, je pense que c'est une vraie vision qui est pas nouvelle, hein. Moi, il y a 4-5 ans, j'avais entendu parler de Robert Scoble, qui prenait déjà ce côté-là. Bon, il s'était un peu enflammé sur l'échelle de temps. Mais voilà, donc l'idée, on sent qu'en tout cas, l'Apple Vision Pro est en train de changer un paradigme sur l'interface utilisateur de l'homme, de l'être humain, qui potentiellement pourrait passer du smartphone à ce device, mais grâce à l'IA générative, évidemment, intégrée dedans, parce que c'est potentiellement l'IA qui va pouvoir faire découler des cas d'usage pratiques et faciliter notre quotidien. Quand je parle d'IA, c'est aussi bien du computer vision qu'effectivement ce côté IA générative, ou potentiellement à terme, ce qui ressortait chez certains experts, c'est qu'on pourrait créer son propre univers, un petit peu comme dans Black Mirror malheureusement, où on aurait notre propre écosystème, ce qui soulève aussi dans certaines conférences des questions sur le sentiment de solitude, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, 80% de la Gen Z émet en tout cas des sentiments de solitude, de dépression et autres. Et donc, quid demain si on est enfermé derrière un casque? Je pense que ce chiffre va monter en pic, et donc c'est des risques aussi sociétaux, sur pas mal de générations. Donc il y a du bon et du mauvais, évidemment, comme toujours, donc, à prendre dans ces sujets-là. Et alors, en matière d'intelligence artificielle, Nicolas Diacono, l'année dernière, c'était ChatGPT qui venait d'arriver. Cette année, on est déjà passé à autre chose avec la multiplication des services d'IA générative. Le futur vu depuis South by Southwest, c'est quoi ? Alors le futur, il est assez pragmatique. On n'est pas vraiment sur l'aspect purement technologique, de savoir combien de tokens, la puissance de calcul, enfin bref, tout ça. Même quand bien même, on a eu la boss de AMD qui est venue parler lors de South by. Donc les processeurs. On est vraiment sur des cas d'usage, sur l'organisation. Par exemple, Yann Bierkraft est revenu sur le fait que c'était la fin des experts dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on va avoir des généralistes qui vont être des maîtres de bots, qu'ils vont envoyer faire des mini-tâches pour
le travail qu'on va leur soumettre, et on va rentrer de plus en plus vers des hyper généralistes qui seront des bot managers et des IA managers en fonction des tâches qu'on va leur allouer, qu'on va leur demander de réaliser. Et il y avait également une conférence, 3-4 conférences qui sont venues sur ce sujet-là. Une autre qui était sur les digital minions, qui a fait le parallèle avec, vous savez, le film Moi moche et méchant, les mignons. En gros, c'était sur les bots, c'était assez drôle, puisqu'il disait, voilà, pour lui, les bots, c'est comme les mignons dans le film. C'est-à-dire que quand on les surveille, tout se passe très bien, mais dès qu'on tourne le dos, les bots vont faire n'importe quoi. C'est un peu ça. Peut-être demain, nos métiers, c'est d'aller choisir les bons bots, les manager au mieux, les superviser pour être le plus productif possible. Donc ça, c'était un pan. L'autre pan, c'était les nouvelles itérations, c'est-à-dire que c'est, pour EmiWeb par exemple ou d'autres, c'est la fin des LLM. On va aller sur les LAM, c'est-à-dire les Large Action Models, c'est-à-dire qu'on va avoir des IA génératives qui vont anticiper et créer des actions. C'est-à-dire qu'on va plus créer que du contenu, on va créer de l'action. Donc après, on peut lier ça à de la robotique, à des outils industriels, à de la production. Enfin voilà, on peut aller très très loin et c'est sans fin sur ce sujet-là. Donc vraiment, c'est réorganisation de l'entreprise, refondement complet de l'organisation des entreprises autour de l'IA, que c'était pas c'est même pas un nice to have ou un élément de différenciation. C'est-à-dire que demain, si votre entreprise n'est pas investie autour d'outils d'IA, c'est la fin pour l'entreprise. Ça devient des prérequis. Donc c'est tous ces changements, ces accélérations. Et puis on voit aussi, et on peut le voir sans parler de South by, de la conférence d'hier soir de Nvidia, il y a une hyper accélération de tous ces écosystèmes technologiques, de la puissance de calcul et autres. Donc on est dans une phase de croissance hyperbolique, exponentielle. Et ça, le cerveau humain ne sait pas le faire. Nous, on sait aller d'un point A à un point B, on peut monter en côte, mais le côté exponentiel, on a du mal à se projeter. Donc, avec des puissances de calcul qui vont faire x5, x10 par an jusqu'en 2030, c'est difficile d'imaginer où est-ce qu'on sera. Donc ça, c'est des vrais enjeux pour le management, pour le leadership au sein de ces entreprises-là. Et pour certains experts, d'ici quelques années, on verra la première licorne qui sera simplement gérée par une seule personne qui managera une armée de bots sur le web. Merci beaucoup, Nicolas Diacono, consultant en prospective technologique. On vous retrouve notamment sur votre chaîne YouTube Nincotech, donc à propos de ce South by Southwest. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. On se retrouve tous les 3 mois pour faire le point sur l'actualité de la cybersécurité en partenariat avec EZ. Alors Benoît, hôpitaux, ministères, France Travail, Ex-Pôle Emploi, Le Bon Coin aussi plus récemment. Vraiment les cyberattaques et les piratages informatiques se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers mois. Dans un contexte en plus un peu tendu entre l'Europe et la Russie, et puis à l'approche des Jeux Olympiques, tout ça c'est un peu inquiétant. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler de recrudescence ? Il y en a eu plus que d'habitude ? Effectivement, on peut parler de recrudescence, notamment en ce qui concerne les attaques dites par DDoS. Donc, pour être bien sûr, les attaques par DDoS, ce n'est pas un piratage. Ce qui veut dire que le DDoS va envoyer un très grand nombre de requêtes sur un site internet, sur des ressources, et à partir de là, il ne sera plus accessible pour les utilisateurs légitimes. C'est ce qu'on appelle aussi le déni de service. Tout à fait, DDoS, déni de service distribué, et donc c'est une attaque, ce n'est pas un piratage, ça ne veut pas dire que les cybercriminels vont rentrer dans le site qu'ils sont en train d'attaquer. Donc ça, c'était surtout contre les ministères français, les attaques par DDoS. C'est arrivé contre les ministères français, c'est arrivé contre l'AFP, cela arrive également contre des villes, on a vu cela notamment en 2023, contre des villes, contre des hôpitaux, contre des aéroports. Donc c'est un moyen d'expression, si je puis dire, médiatique de la part d'activistes qui souhaitent faire passer un message, et on peut prévoir, comme vous le disiez, les Jeux Olympiques arrivant, la position de la France étant parfois très forte, eh bien, ce sont des messages envoyés par les cybercriminels pour faire passer leurs revendications. Oui, on est dans de l'activisme politique, quoi, en fait. C'est exactement cela. D'un côté, on a ces attaques par DDoS. De l'autre côté, on a des attaques sur des institutions ou des entreprises. Et puis ensuite, on a des fuites de données. Et là, depuis le début de l'année, il y a un florilège de fuites de données qui sont à la fois des fuites de données
par des personnes qui vont réussir à rentrer dans les systèmes d'information et parfois des fuites de données qui sont liées à des mauvaises manipulations d'opérateurs qui vont, lorsque vous allez vous connecter, vous permettre de voir des données d'autres personnes alors que ça devrait être cloisonné. Alors, quelles conséquences concrètes de tout cela, Benoît ? Il y a des conséquences très fortes pour les fuites de données, notamment parce qu'on sait que les cybercriminels vont constituer des bases avec les différentes données qui seront récupérées, et à partir de là, ils vont sans aucun doute mener des opérations d'hameçonnage, et d'hameçonnage à la fois par nos emails, bien entendu, mais également s'ils arrivent à recouper les SMS, les appels vocaux, ainsi que tout autre moyen qui nous permettent de nous toucher. Voilà, alors on a justement beaucoup parlé ces dernières semaines de deux types d'attaques découlant probablement de ces piratages. L'arnaque au faux conseiller bancaire et puis l'arnaque au faux fils ou à la fausse fille, on va dire. Oui, alors l'arnaque au faux conseiller bancaire est une arnaque qui n'est pas nouvelle. Ce que l'on peut noter, c'est sa recrudescence, notamment basée sur une structuration à la fois des kits d'exploitation, c'est-à-dire tous les logiciels, matériels, procédures qui vont permettre à des cybercriminels de pouvoir mener ces opérations. Et là, on est face à des kits prêts à l'emploi, avec notamment d'un côté les fuites de données, et puis de l'autre côté les bons discours et les bonnes personnes qui vont nous appeler pour nous faire des virements à l'insu de notre plein gré sur leur compte. Et puis de l'autre côté, on a, comme vous le disiez, les attaques au faux fils ou à la fausse fille, où là on va utiliser l'intelligence artificielle pour cloner la voix d'une personne de notre entourage, et soi-disant cette personne qui aurait par exemple perdu son téléphone ou qui serait arrêtée par les forces de l'ordre, eh bien va nous adresser un message plus vrai que nature. J'ai en tête par exemple le cas d'une personne aux États-Unis qui a reçu ça et qui lui disait: j'ai été arrêté et j'ai un avocat commis d'office qui va t'appeler, papa, s'il te plaît, fais en sorte qu'il puisse m'aider. Sauf que bon réflexe de la personne qui a reçu ce message-là, il a appelé sa belle-fille, c'est son beau-fils qui soi-disant avait été arrêté, il a appelé sa belle-fille et celle-ci lui a confirmé qu'il n'y avait aucun problème et que son fils était bien à côté d'elle et que le message frauduleux, aussi réaliste soit-il, eh bien était une tentative d'hameçonnage. C'est dingue, c'est dingue. Et alors là, vous parlez de l'arnaque avec de la voix clonée. Parfois, c'est tout simplement un petit SMS ou un message sur WhatsApp. En fait, si on reçoit un message de quelqu'un qui se fait passer pour un de nos enfants, un de nos proches, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que souvent, c'est mon téléphone est cassé, je t'appelle depuis le portable d'un ami, etc. Oui, on l'avait vu beaucoup sur Messenger, sur Facebook, et l'histoire est quasiment toujours la même. J'ai besoin d'argent, je suis bloqué dans tel ou tel endroit du monde, et donc le premier réflexe, c'est bien entendu de confirmer par un autre moyen, de ne pas répondre. Alors on peut donner suite si ça nous amuse, mais c'est pas forcément la meilleure attitude. Et puis par contre, on confirme bien par d'autres proches et d'autres moyens de communication que l'on est face à une personne qui a véritablement besoin de nous, et surtout on reste très vigilant. Mais souvent, il suffit d'appeler sur son numéro habituel la personne en question et puis ça règle le problème. C'est exactement cela. Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci Jérôme. Place maintenant à Écho du futur, proposé par Olivier Parent, qui analyse ce mois-ci le film Mars Express. C'est l'occasion de reparler précisément de ce thème des clones virtuels boostés à l'intelligence artificielle. Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Mars Express, ou quand les intelligences biologiques et les produits informatiques se percutent. Ce film de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin est sorti en novembre 2023. Il est une nouvelle variation sur le thème de la recherche de la nature de l'objet IA. Une variation dans laquelle l'humanité oscille entre objectivisation de l'émergence de l'IA généraliste et réalisme mercantile et cynique.
Avant d'entrer dans le cœur du sujet du film, l'IA, un des intérêts de Mars Express réside dans les exemples qui sont donnés de la finesse d'intégration de ce qui, aujourd'hui, relève de la haute technologie et même de la fiction. Une fiction donc accessible, soit, mais pas encore tout à fait prête à sortir des laboratoires. Ainsi, dans le film, les dispositifs qui portent ces technologies ont atteint un tel niveau de sophistication de leur intégration dans le quotidien des humains qu'on peut les qualifier de seamless, c'est-à-dire sans couture. Dans Mars Express, la technologie semble s'être rendue invisible à ses usagers, sur la planète rouge, dans les colonies humaines qui ont essaimé dans le système solaire et bien sûr sur Terre. On va donc parler de l'intelligence artificielle. Celle-ci semble intégrée à la plupart des objets du quotidien. Elle prend une infinie variété de formes et de fonctions qui semblent aller du grille-pain intelligent jusqu'à des robots anthropomorphes, copies numériques d'humains décédés mais sauvegardés en temps et en heure. Des IA qu'on peut appeler génériques pilotent ces machines. Elles sont nourries de la mémoire, des expériences, de la personnalité de ces personnes enregistrées avant leur décès. L'héroïne, Aline Ruby, mène une enquête aux côtés de Carlos Rivera, un androïde. Celui-ci est doté de la personnalité sauvegardée d'un ami décédé 5 ans auparavant. Dans le monde de Mars Express, ce genre de partenariat morbide est cependant courant. Au cours du déroulement de l'intrigue, on croisera une autre protagoniste qui, malgré l'interdiction de la duplication numérique d'un individu vivant, aura fait faire un clone numérique d'elle-même. La jeune femme faisant travailler son clone s'assure ainsi un complément de revenus. Autre interdit dans le monde de Mars Express, affranchir une IA des lois de la robotique. Celles-ci ne sont pas clairement énoncées, mais à l'observation des comportements des IA du film, on peut sans trop de risque les rapprocher des 3 lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Entre plaisir et contrainte, le monde de Mars Express joue donc avec la frontière fluctuante qui sépare l'humain du robot. Mais ce même monde est surtout libéral. Aussi n'hésite-t-il pas à rappeler à l'ordre les IA et prises de liberté, qu'elles soient dessertes de restaurants ou jouets sexuels. Toutes ne sont que des objets, des produits de consommation issus de processus industriels. Toutes doivent se soumettre à des mises à jour de leur logiciel d'exploitation. N'en déplaise aux activistes humains qui militent pour le respect de ce qu'ils considèrent comme des personnes artificielles. À ce titre, ils voudraient voir les IA protégées par la loi, comme l'est n'importe quelle personne physique ou morale. Ainsi, au-delà de l'intrigue, une enquête policière sur le mode série noire à la sauce SF, le film met en lumière différents points d'attention concernant les IA éventuellement conscientes. Il nous invite dès aujourd'hui à nous interroger sur le niveau d'une éventuelle conscience qu'aurait une intelligence artificielle, de son éventuel libre arbitre, mais aussi de la possibilité qu'elle ait en elle un logiciel pouvant inclure des injonctions masquées, le principe même des lois de la robotique d'Asimov, voire secrètes. Mais en attendant les biocomputers dopés à l'intelligence organoïde, ne nous laissons pas trop captiver par la puissance de nos créations, les algorithmes génératifs. Ne leur conférons pas des pouvoirs qu'ils n'ont pas, croyons d'abord en l'humanité. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Écho du futur par Olivier Parent sur le podcast Écho du futur, qui est un podcast à part, dépendant de la chaîne Monde Numérique, donc disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous.
J'étais ravi de passer ce moment avec vous, comme chaque samedi, consacré à l'actu de la tech et au-delà. On se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve à partir de lundi pour des interviews en version longue, des éditos, des choses comme ça. Et puis samedi prochain, bien sûr, pour un nouvel épisode de l'Hebdo. N'hésitez pas à poster des commentaires sur la plateforme de votre choix, des petites étoiles aussi, très important, pour le référencement et la visibilité de Monde Numérique, qui a battu d'ailleurs des records cette semaine en étant dans le top 20 des podcasts d'actualité sur Apple Podcasts, de toutes catégories confondues. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou via le formulaire de mail sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut!